Les gens ont dû crier au scandale, c'est la pyramide au milieu du Louvre. Hein. Un château de plus de 130 pièces, il y a plus de 6600 mètres carrés à l'intérieur. C'est une grosse demeure. Hein. On est dans le périmètre du patrimoine de l'UNESCO ici. Hein. On est à 100 mètres, la Loire est juste à côté. Ça fait partie des châteaux de la Loire. On est dans la résidence des évêques d'Orléans. Le château est de 1209, mais bien avant, on a déjà une activité spirituelle ici. Donc il y a un lieu de spiritualité d'abord qui va se convertir au christianisme avec Charlemagne qui va investir Théodulphe, le premier évêque d'Orléans. Un collège de chanoines qui gère tout cet ensemble-là. Les maisons de chanoines se mettent en place. On a 2 tours qui viennent s'accoler au clocher-porche au XIIe siècle. Et puis après, c'est un peu petit pour l'évêque suivant qui dit « je veux une résidence digne de moi ». Et il va construire en 1209 cet énorme château qui va évoluer. Au début, c'est un quadrilatère à 4 tours qui va être doublé, rehaussé et agrandi au fil des siècles. C'est un château qui est caché, hein, on est en centre-ville, mais caché derrière la collégiale. On va avoir très peu de modifications du bâtiment originel. Par contre, on va lui adjoindre d'autres éléments au fil du temps. La grande tour que vous voyez là, avec ses 2 ouvertures, c'est pour faire un pont-levis. Il faut imaginer un large fossé tout autour. Donc on va fortifier cette maison-là en la doublant et en créant en 1378 cette nouvelle tour du château. Puis ça va être agrandi comme ça au fil du temps. C'est là que l'évêque accueillait ses propres visiteurs. On a une salle importante. Alors ça, c'est un des éléments de 1209. Hein. On est sur les traces de Jeanne d'Arc, de François Ier, hein, ou de Salisbury, hein, l'anglais qui faisait le siège d'Orléans, parce qu'on est sur une base arrière des Anglais ici quand même. Hein. Ce puits de lumière qui tombe sur vous, vous savez le symbolisme de la lumière dans la religion chrétienne, hein, que l'on va retrouver là, avec ce sas avant le sacré en fait, qui permet de se dépouiller de nos préoccupations matérielles avant de rentrer dans le sacré et dans la chapelle. Donc vous voyez, cette chapelle elle est tout à fait particulière, hein, vous n'en connaissez pas beaucoup des chapelles comme ça. Plus vous êtes au rez-de-chaussée, plus on est dans la matérialité avec des lignes droites, et plus vous montez, plus vous avez des courbures. Hein, c'est un dôme et le puits de lumière est rond et permet d'accéder au Seigneur ici. Et là, on a une chapelle classique privée tout à fait surprenante où on va restaurer le rapport social de Versailles. C'est-à-dire que ici, la cour de l'évêque va assister à la messe en bas, mais si vous vous relevez un petit peu, vous verrez qu'il y a une petite galerie juste au-dessus, et lui va assister à la messe au-dessus dans une petite galerie. Très beau, hein, celui-ci là, noir par exemple, là, est brodé, c'est absolument superbe. Parce qu'il y a tout un langage, hein, et dans les couleurs, et dans les objets représentés, l'agneau, etc. C'est une lecture de la religion que nous avions. C'est des BD hein, sur pied que nous avons ici, quoi, voilà. On a toute une série de grands personnages qui passent dans les maisons des évêques. Louis XI, il passera régulièrement, François Ier, enfin voilà, c'est normal, il fait partie du noyau du pouvoir. On parle du glaive et du goupillon. Hein. Le goupillon avec le pouvoir religieux sont extrêmement importants. Vous savez que quand un évêque mourait, par exemple, l'ensemble de ses biens revenait au roi. Et donc c'est pour montrer l'importance du pouvoir économique aussi. Alors on se trouve ici devant une des prisons du château de Main-sur-Loire. Le seigneur de Main, qui est évêque d'Orléans, peut soit vous excommunier, soit vous condamner. Et la justice de l'époque repose sur l'aveu. On n'a pas besoin de preuves, il faut que vous disiez les choses. Il faut que ce soit le verbe qui vous condamne. Et donc pour vous aider, on va vous torturer, mais comme on est chez les évêques d'Orléans, on n'a pas le droit de verser le sang. Donc on va vous questionner avec la question par l'eau.
C'est-à-dire qu'on va vous étendre sur cette machine ici, on va vous cambrer et on va vous faire ingurgiter de l'eau qui va vous faire des traumatismes internes et ça va vous aider à accoucher de vos méfaits. Notre fameux prisonnier célèbre, c'est François Villon qui lui a passé 4 mois ici et a priori c'est pas un bon souvenir pour lui. Il a la chance, en octobre 1461, d'avoir l'avènement de Louis XI, et c'est sans doute à la demande de Charles d'Orléans que Louis XI vient ici et vient libérer le poète qui partira sur Paris écrire son œuvre majeure, qui est le Grand Testament, où il parle de ses conditions de détention au château. Jarente de la Bruyère, ministre de Louis XV, proche de Choiseul, il est surintendant des bâtiments ecclésiastiques, c'est lui qui gère tous les travaux dans les bâtiments ecclésiastiques de France. Son seul problème, c'est qu'il est copain avec Choiseul. Quand Choiseul tombe, il va tomber aussi. Et Louis XV va le consigner dans son château de Main-sur-Loire. Et il va consacrer toute sa fortune à retrouver en fait la vie de Versailles ici. Et il va consacrer toute sa fortune à différents embellissements. Il va construire un petit pavillon de musique qui sera la copie du pavillon de musique du Petit Trianon de Versailles. Il va créer des bains du XVIIIe tout à fait surprenants. Il va créer des rivières, par exemple. Il y aura 7 ponts. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'affût de toutes les nouveautés qui existent en termes d'architecture. On aura un courant architectural hyper contemporain, adossé à la partie médiévale. C'est la pyramide au milieu du Louvre, sans aucun doute. On a une très belle vie avec le bon goût de cet évêque de décéder en 1788. Donc il ne va pas connaître la Révolution française.